Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Tous les micros sont coupés, hein, pour information, Jean-Charles. Je sais plus si. Oui, oui. Ah oui, par nature? Oui, Non. Ok. Par exactement. défaut plutôt. Ouais. On va peut-être attendre quelques minutes ou voir si Et certaines ce que personnes se l'on va faire, connectent. c'est qu'effectivement, on va attendre quelques minutes. Ce que l'on vous propose pour ce webinaire sur les accidents du travail et la maîtrise des étapes clés de la procédure y afférente, c'est qu'effectivement, les personnes qui souhaitent formuler des questions les formulent dans le chat du webinaire. Et puis, on les traitera soit au fur et à mesure, ou soit en fin de webinaire. Et effectivement, Alban, je te propose qu'on attende encore une minute ou deux, et puis les retardataires se connecteront. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, donc c'est parfait. Hop, donc, comme on le disait, on va attendre encore une ou deux minutes que les derniers se connectent. Allez, on y va, il est 11h33. Alban, je te propose que l'on On y va? commence. C'est Bon, écoutez, parti. de nouveau, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre proposition de webinaire sur, comme je disais, les accidents du travail et la maîtrise des étapes clés pour pouvoir y réagir efficacement. Ce que je te propose, Alban, c'est peut-être de partager ton écran avec le support qu'on a présenté. Ouais, c'est parti. Tu me dis quand c'est bon pour toi. En principe, ça partage. Il En faut mode que tu le diapo. mettes en diaporama, ouais. Super. Écoute, là, on est bon. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Jean-Charles Morisseau, je suis associé, avocat associé fondateur de l'écosystème Majorel Conseil. Donc, Majorel Conseil, c'est un écosystème de cabinets de conseil à l'attention de la gestion du capital humain, qui est composé d'un cabinet qui intervient exclusivement en droit du travail et droit de la sécurité sociale, qui s'appelle Majorel Avocat, avec un pôle dédié aux problématiques de mobilité internationale et d'immigration professionnelle qui s'appelle Majorel Mobility. Parallèlement à ce cabinet d'avocats dont fait partie Alban, et Alban, je te laisserai te présenter dans un second temps, on a le cabinet Majorel RH, qui est un cabinet de conseil en performance RH qui va pouvoir intervenir de façon autonome ou en synergie avec nous auprès de certains clients et sur certaines missions. Donc, l'équipe de Majorel RH va pouvoir intervenir notamment sur des sujets d'audit RH organisationnel, sur des problématiques de conseil en performance RH ou encore sur des missions de conduite du changement. Et puis enfin, parallèlement à Majorel Avocat, Majorel Mobility et Majorel RH, on a un dernier cabinet qui s'appelle Majorel Talent et qui est un cabinet de conseil en recrutement dédié aux fonctions RH et fonctions managériales. Alban, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, donc, je m'appelle Alban Diard. Je suis avocate en droit du travail depuis 8 ans désormais. Et je travaille effectivement avec Jean-Charles depuis 5 années. Et on intervient auprès d'employeurs sur toutes les questions, notamment de santé et de sécurité, celles qui vous concernent de tous les jours, et notamment la déclaration des accidents du travail, d'où notre webinaire du jour. Voilà, donc ce que je te propose, Alban, c'est peut-être de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on avait effectivement préparé quelques petits slides sur Ouais, l'écosystème j'aurais et pu vous les avancer. consulterez, hein. Le Ouais. support sera disponible dans un second temps. Oui. Donc, premier point, c'est qu'est-ce qu'un accident du travail, Alban?
Ouais, revenir à la définition, effectivement. Donc, l'accident du travail, qu'est-ce que c'est? Un accident qui est survenu donc par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Donc, c'est forcément important de revenir à cette définition parce qu'ensuite, si les critères sont remplis, eh bien, on est oui ou non dans la caractérisation d'un accident du travail. Donc, il faut deux conditions cumulatives pour caractériser un accident du travail. Il faut un fait donc accidentel qui soit daté et soudain. Et il faut également, d'un point de vue du salarié, donc une lésion qui soit physique et ou psychologique qui a été causée par l'accident. Ce qu'il est intéressant de préciser aujourd'hui, c'est que l'appréciation qui est faite par la CPAM de la caractérisation de l'accident du travail, elle est relativement large et notamment sur la question de la soudaineté de la survenance de l'accident du travail. Effectivement, ce qu'on voit dans les dossiers aujourd'hui, c'est que par exemple, la CPM peut venir reconnaître des accidents du travail simplement pour des points RH ou des points entre un salarié et son manager qui se seraient éventuellement un peu mal passés, mais quand on dit un petit peu mal passé, c'est simplement que le manager a un peu haussé le ton pour pointer du doigt au salarié le fait qu'il y a peut-être eu quelque chose de mal fait dans son travail. Et a posteriori, un mois après, le salarié vient déclarer un accident de travail sur les conseils finalement du médecin traitant. Et on a pu voir, malgré les réserves qu'on a effectivement fait rédiger à nos clients, que la CPM était capable de venir caractériser donc un accident du travail, alors même que sur le caractère de soudaineté et le caractère accidentel, il y avait vraiment matière, si vous voulez, à discuter. Alors Donc c'est vrai qu'Alban, vraiment, oui. je te coupe, pardon, sur ce sujet-là, mais petite parenthèse, au-delà des accidents du travail liés à des vrais chocs physiques, on a aujourd'hui de plus en plus de dossiers à traiter et qui nous sont confiés par nos clients, de situations où des salariés vont déclarer au terme d'un entretien avec la hiérarchie un accident du travail. Et alors, alors, parfois, ces déclarations sont pilotées, hein, et on le voit très bien, sûrement par un conseil du salarié, et cette déclaration est faite à dessein. Et ce qui est généralement affirmé par le salarié, c'est qu'au terme de cet entretien, il y a eu un choc pour lui psychologique qui a entraîné une crise de panique, des pleurs, et qui le conduisent aujourd'hui à déclarer un accident du travail. Alors, la multiplication de ces accidents et de ces déclarations d'accident du travail suite à des points avec la hiérarchie, elle se justifie finalement par la jurisprudence de la Cour de cassation qui est plutôt en la faveur du salarié, puisque, effectivement, et Alban va peut-être rebondir dessus, il a été reconnu qu'un choc psychologique pouvait être considéré comme étant un accident du travail, un choc psychologique étant matérialisé notamment par une crise d'angoisse, des larmes ou une décompensation qui peut intervenir suite à un entretien. Alban, je te laisse reprendre. Oui, effectivement, et ça, dans ce contexte-là, c'est pour cela que nous, on préconise effectivement de prendre les choses en main assez rapidement pour formuler des réserves. Parce que la jurisprudence de la Cour de cassation, enfin, et la loi d'ailleurs, nous disent qu'il y a une présomption d'imputabilité lorsqu'un accident se produit, alors même que le salarié agissait donc sous la subordination de son employeur. On dit que le lien de causalité est présumé. Et donc, s'il y a présomption, ça veut dire que par principe, on va dire qu'il y a eu effectivement survenance d'un accident de travail et que c'est finalement les réserves que l'on va émettre et l'analyse qui va pouvoir en être faite de la situation par la CPM qui vont permettre de venir remettre en cause cette présomption. Parce que comme on l'indique, la présomption d'imputabilité, elle n'est pas irréfragable. Ça veut dire qu'on peut la combattre, l'employeur peut la combattre en rapportant la preuve que la lésion, elle a une origine qui est totalement étrangère au travail, ou bien même en réalité qu'il n'y a pas eu soit de choc soudain, voire qu'il n'y a pas eu de liaison de lésion physique ou psychologique du salarié. Je prends l'exemple, par exemple, sur ce qu'on disait du point RH qui se serait un petit peu mal passé. On peut combattre le fait qu'il y a eu une réelle lésion psychologique éventuellement. Parce que parfois les salariés ont tendance à exagérer, on va dire, les conséquences du point en question, qui ne sont pas forcément
dans ce que les autres salariés ont pu constater à la sortie du point RH, par exemple. Et donc là, ça peut avoir un intérêt de venir faire témoigner des salariés de l'entreprise qui ont pu rencontrer le salarié à l'issue du point en question pour venir dire qu'effectivement, le salarié, il n'était pas du tout traumatisé, ou du moins, il n'en avait pas l'air, et il a repris son travail normalement à l'issue du point est intervenu. Ça, c'est plus sur la question de l'accident du travail. Après, l'autre définition qui est importante à donner, c'est celle de l'accident de trajet, qui se distingue bien de l'accident du travail. Donc, c'est l'accident de trajet, il a une définition qui est vraiment stricte. L'accident de trajet, c'est celui qui survient entre le domicile du salarié, le domicile habituel, et le trajet, le lieu de travail habituel également. On apprécie ce trajet vraiment de manière stricte, c'est-à-dire c'est d'un point A à un point B sans détour. Si par exemple le salarié ce jour-là avait décidé de faire un crochet pour aller faire des courses ou que sais-je, on considère qu'il n'y a pas d'accident de trajet, sauf des tours vraiment minimes. Là où également c'est important de faire la distinction, c'est avec le déplacement professionnel. Le déplacement professionnel, c'est pas un accident de trajet. C'est-à-dire que le salarié qui est parti en mission loin, on va dire dans une autre ville dans le cadre de ses missions, de ses fonctions, sur le temps de trajet, il lui arrive un accident. On considère que c'est pas un accident de trajet, mais bien un accident du travail. Voilà. On a eu l'exemple notamment d'une société qui avait, en fait, c'était la salariée en question avait eu un accident. Alors, c'était très ambigu et d'où le fait que l'entreprise ait pu se méprendre sur la qualification d'accident de travail. La salariée donc était En en mission. déplacement professionnel, en mission, mais elle était, et au moment où son accident est arrivé, c'était dans l'escalier du Airbnb qui avait été loué pour le temps de la mission. Donc en fait, elle n'était pas vraiment sur la mission en tant que telle, elle se dirigeait vers la mission, vers son lieu d'exercice, et elle était encore au domicile qui lui avait été attribué pour la période de la mission. Et pour autant, la CPM, elle a considéré qu'effectivement, c'était un accident de travail parce que la salariée, elle était en déplacement professionnel et que dans ce cadre-là, on n'était pas dans un déplacement entre son lieu habituel de travail et son domicile habituel, elle était pleinement dans un déplacement professionnel et donc il y avait qualification d'accident de travail. Voilà, c'est simplement un exemple pour vous étayer un peu cette notion et la différence vraiment d'accident de trajet et accident de travail. Et Donc, la distinction entre cet accident de travail et cet accident de trajet est effectivement importante à avoir en tête, puisque naturellement, les conséquences ne vont pas être les mêmes. oui, Alban, tu peux peut-être passer à la slide suivante, où là, on va oui, étudier quelles sont les conséquences de la conséquences. survenance d'un accident du travail. L'accident du travail va tout d'abord imposer un formalisme bien spécifique. Hein. C'est qu'à la suite d'un accident du travail, comme d'ailleurs l'accident du trajet, le salarié va disposer de 24 heures pour informer l'employeur de son accident, du lieu et des circonstances de l'accident. Et par contre, postérieurement à cet accident, à cette déclaration par le salarié, l'employeur, lui, va avoir une obligation bien spécifique qui va être de procéder à la déclaration de l'accident du travail sur le portail Net Entreprise de la société dans les 48 heures de la transmission de ces éléments, remettre au salarié naturellement une feuille de soins, donc c'est le CERFA bien spécifique dédié aux salariés afin de lui permettre de bénéficier de la gratuité des soins. Donc, on vous renverra dans un second temps et en fin de webinaire le CERFA y afférent, mais c'est le CERFA 11 383 étoile 02 qui formalise cette feuille de soins. Et puis enfin, l'employeur va devoir adresser à la CPAM une attestation de salaire destinée au calcul des indemnités journalières qui devront être versées aux salariés. Alors, il y a un point qui est important, c'est qu'au-delà de cette déclaration en tant que telle, quand on a face à nous un accident grave ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves pour le salarié en question ou pour une population identique, l'employeur, compte tenu du champ de compétences du CSE, va devoir réunir le dit CSE afin d'en discuter. Et autre point très important, et on y reviendra dans un second temps, en cas d'accident mortel, au-delà de cette déclaration à proprement parler auprès de la CPAM, l'employeur, lui, doit informer l'inspection du travail dans les 12 heures qui suivent malheureusement le décès. Donc,
l'existence, la survenance d'un accident du travail va imposer un formalisme bien spécifique et qui est en premier lieu la déclaration d'accident du travail. Et Alban, si tu passes à la slide suivante, on va voir que la déclaration d'accident du travail n'est absolument pas à prendre à la légère, puisqu'elle peut avoir par la suite des conséquences importantes dans l'analyse de la situation par la CPAM et puis, peut-être dans un second temps, et on va y en revenir, par les juges. Donc, l'étape essentielle de la déclaration d'accident du travail, elle doit être prise avec sérieux. Nous, ce que l'on recommande, c'est que, idéalement, c'est qu'il y ait au sein de l'entreprise une personne qui soit formée aux enjeux de cette déclaration d'accident du travail et qui va gérer toutes les situations de même nature qui peuvent survenir au cours de la vie de l'entreprise. C'est important que la personne qui soit en charge de cette déclaration ait été formée, puisqu'elle va pouvoir prendre toute la mesure des enjeux et donc y mettre les réserves utiles, ou en tout cas prendre les précautions utiles. Que doit contenir la déclaration d'accident du travail? Elle doit contenir la mention des informations suivantes. Donc, l'employeur va devoir y inscrire la date, l'heure et le lieu de l'accident qui a été annoncé par le salarié, des précisions complémentaires sur le lieu ou sur le temps qui est survenu lors de l'accident du travail vont pouvoir aussi être apportées. L'employeur va devoir apporter des informations sur l'activité de la victime de l'accident de travail. Que faisait-il? La nature de l'accident, la nature et la description de l'objet dont le contact a blessé la victime lorsqu'on parle d'accident physique, hein, parce que naturellement, en cas d'accident survenu suite à un point managérial, ben là, il n'y a pas de contact en tant que tel. Le lieu et la nature des lésions de l'accident, enfin des conséquences de l'accident, les horaires de travail de la victime au jour où est survenu l'accident déclaré par le salarié, la date et l'heure auquel le salarié a prévenu l'employeur, les conséquences de l'accident si jamais il y en a, un arrêt de travail, un décès, le nom et les adresses des témoins ou de la première personne qui a été avisée par la survenance de l'événement. Ça, c'est important et on invite d'ailleurs la personne qui est en charge de procéder à la déclaration du travail ou la personne manager qui est la première informée de la survenance de cet accident, de rechercher et de recueillir les témoignages des témoins par écrit dès la première phase de déclaration d'accident du travail. Plus on va récolter en amont des témoignages des témoins, plus la phase d'instruction sera pour l'employeur facile et il sera plus aisé pour lui de formuler des réserves. Et au-delà des adresses des témoins, effectivement, s'il y a un tiers qui est responsable, il va falloir communiquer les coordonnées de ces tiers. Et puis, enfin, mais on va y revenir dans le second temps, si au moment de la déclaration, l'employeur ou la personne qui est en charge de procéder à la déclaration a déjà des réserves au titre de la déclaration qui a été faite par le salarié, naturellement, au moment de la déclaration d'accident du travail en tant que tel, il est possible de formuler des réserves motivées. Néanmoins, il n'y a pas une obligation en tant que telle, puisque l'employeur, on va le voir dans un second temps, aura 10 jours à compter de la déclaration d'accident du travail pour la compléter par des réserves motivées. Donc, on l'a dit, la déclaration d'un accident du travail entraîne des conséquences. La première, c'est effectivement qu'il y a ce formalisme à respecter. Et ce formalisme à respecter est important et l'instruction et le suivi avec sérieux de l'employeur de ce sujet est important, puisque l'une des conséquences de la déclaration d'un accident du travail par un salarié qui n'est pas contesté par l'employeur et qui est reconnu par la CPAM, peut-être, Alban, si tu peux passer à la slide suivante, l'augmentation du taux de cotisation à la TMP pour l'entreprise. On rappelle que ça ne concerne pas les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés, puisque là, le taux est uniformisé et correspond
au taux de la branche. Par contre, pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 100 et 149 salariés, le taux de cotisation AT-MP est mixte et donc il y a un impact à ce qu'il y a pour l'entreprise à ce qu'un accident du travail soit reconnu. Et puis pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés, le taux est individuel. Donc la première conséquence de la déclaration d'un accident du travail par un salarié qui est reconnu en tant que tel par la CPM et qui n'est pas contesté, c'est possiblement une augmentation du taux de cotisation AT-MP. D'où la nécessité de prendre ce sujet au sérieux. Mais l'autre conséquence, ça peut être la mise en cause de la responsabilité de l'employeur, qu'elle soit civile ou pénale, en cas de faute inexcusable. Ce qu'il faut avoir à l'esprit pour celles et ceux qui ne sont pas au fait de ces enjeux, c'est que lorsque vous avez un accident du travail qui est reconnu par la CPM et qui n'est pas contesté, vous allez avoir effectivement une augmentation du taux AT-MP pour l'entreprise, mais aucune autre conséquence particulière pour l'entreprise dès lors qu'il n'y a pas de faute inexcusable. En effet, dans ce cadre-là, le salarié victime de cet accident du travail va être pris en charge par la CPM. L'enjeu de la reconnaissance de la faute inexcusable va être pour le salarié de bénéficier d'une indemnisation complémentaire qui va être versée par la CPM qui va pouvoir se retourner contre l'employeur si cette fameuse faute inexcusable est reconnue. Alors, la jurisprudence a posé 3 conditions cumulatives pour qu'une faute inexcusable de l'employeur soit constatée et reconnue. C'est tout d'abord un manquement de l'employeur à son obligation liée à la santé et la sécurité, puisque, comme vous le savez, l'employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. La seconde condition cumulative est que l'employeur, pour qu'on reconnaisse la faute inexcusable, et que l'employeur, au moment de la survenance de l'accident, avait conscience du danger ou il aurait dû avoir conscience du danger. Et enfin, troisième condition cumulative pour que la faute inexcusable soit reconnue, c'est qu'il soit constaté que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir l'accident du travail. Donc, première conséquence de la reconnaissance, c'est une augmentation du taux AT-MP. C'est un risque de mise en cause de la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable. Et puis enfin, le risque, lorsque l'on ne prend pas au sérieux ce sujet de déclaration d'accident du travail, c'est que le salarié, au moment où il est dans l'hypothèse où il serait déclaré inapte, eh bien, il se prévole de la législation relative à l'inaptitude d'origine professionnelle, dont les conséquences financières pour l'entreprise sont importantes, puisque une inaptitude d'origine professionnelle implique à minima pour l'employeur un doublement de l'indemnité de licenciement au moment du licenciement pour inaptitude et le paiement du préavis. Là où dans une inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur est simplement tenu du paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement sans majoration et sans paiement de préavis. Est-ce que vous avez peut-être des questions à ce stade? Est-ce que vous souhaitez en partager sur le chat? Et si vous n'en avez pas, Alban, je te propose peut-être de continuer. Peut-être, est-ce que tu veux qu'on donne un exemple, Jean-Charles, de cas dans lesquels une faute inexcusable a été reconnue, pour étayer peut-être un peu, parce que parfois ça peut être peut-être un peu abstrait, cette notion de faute inexcusable. Tu as raison. Vas-y, je t'en prie. On a eu le cas notamment dans un laboratoire, un laboratoire d'analyse donc qui utilisait donc souvent en fait les accidents du travail, on va quand même se le dire, ils arrivent fréquemment quand on utilise des machines dangereuses, on va dire que c'est la plupart des cas. Et là en l'occurrence donc on avait l'exemple d'une salariée qui travaillait sur une machine qui avait vocation donc à monter en température, notamment avec un liquide à l'intérieur qui montait en température. Et avec une histoire de milieu de
culture pour faire des expériences. Il s'avère que le système de blocage de la machine était défaillant et qu'au moment où la salariée s'est approchée pour essayer de voir quel était le défaut qui était signalé par la machine s'est ouverte, le liquide bouillant donc a surgi sur elle et en fait lui a brûlé une partie du visage, une partie du corps et tout cela. Bon, là, sur la question de la qualification de l'accident de travail, il n'y avait pas tant de débat. On va dire que la société n'a même pas souhaité émettre de réserve sur la qualification d'accident de travail parce que c'était vraiment en lien avec le travail. Il n'y avait pas de difficulté de ce point de vue-là. Mais elle, derrière, elle a agi effectivement contre son employeur pour faire reconnaître la faute inexcusable, considérant notamment que cette machine, l'employeur avait connaissance et conscience du fait qu'elle était défaillante et qu'à plusieurs reprises, il avait été informé, le responsable technique avait été informé qu'il y avait un problème sur le système de fermeture. Et donc là, ce que l'on a fait alors, c'est que on a en fait négocié directement avec la salariée. Et on a conclu un accord dans lequel il y avait également la CPM qui était partie pour indemniser la salariée au-delà des préjudices que la CPM couvre, puisque effectivement la salariée elle avait la prise en charge de l'intégralité de ses frais médicaux. Hein, bien évidemment, il n'y avait rien qui est resté à sa charge, mais on a négocié avec elle pour indemniser au-delà de ses frais les préjudices qu'elle subissait. Et c'était notamment, c'est assez évident, un préjudice moral, mais c'est aussi un préjudice esthétique, puisqu'elle a été en partie comment dire, elle avait des séquelles sur le visage. Il y avait également le précium doloris, le prix de la douleur, c'est-à-dire que le préjudice qu'elle a subi de ce point de vue-là, et tout ce qui constituait d'autres préjudices pour elle. Et donc, on a négocié avec elle pour lui verser, si vous voulez, une somme et sur laquelle on s'est mis d'accord. Là, c'est le cas où on va dire le plus facile, où on s'est mis d'accord et avec la CPM dans la boucle également. Si l'employeur n'avait pas souhaité se mettre d'accord avec elle, effectivement, le pôle social aurait apprécié les conditions de savoir si l'employeur effectivement avait connaissance du danger ou non, et si oui ou non, il y avait lieu d'indemniser les préjudices qui avaient été subis par la salariée. Dans ce cas-là, dans cette hypothèse-là, dans la mesure où effectivement la machine, on avait trace dans des documents de suivi qu'elle n'avait pas été correctement réparée dans les temps par le fournisseur, il est probable que le pôle social aurait considéré qu'il y avait une faute inexcusable de l'employeur, raison pour laquelle on a incité le client à négocier. Mais sinon, c'est le pôle social qui aurait statué et qui aurait fixé, dans un premier temps, vraisemblablement, une expertise pour évaluer l'intégralité des préjudices subis par la salariée, et ensuite l'employeur aura été redevable de ces sommes-là auprès de la salariée. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu un exemple de cas où effectivement la faute inexcusable peut être reconnue. Oui, sachant que dans ce dossier, et tu l'as rappelé, hein, l'enjeu pour notre client, c'est que, à notre sens, il avait respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité, même si tout n'était pas parfait. Mais la réalité de la difficulté venait de la défaillance de la machine en tant que telle. Donc, au-delà de l'accord entre la salariée et l'employeur, il y a parallèlement eu aussi un accord entre notre client et le fabricant de la machine. Donc, ça a mobilisé une forte équipe, mais on y est parvenu. Et puis, fort heureusement, la salariée en question eh bien, a pu cicatriser rapidement, de manière presque miraculeuse, et puis reprendre son travail au sein de l'entreprise. Donc, tout est bien qui finit bien dans ce cas-là, mais malheureusement, c'est pas toujours, c'est pas toujours la norme. Et alors, je vois qu'on a juste une petite question de Mathias Bricard qui, merci monsieur, qui nous dit, pouvez-vous répéter le cas des augmentations du taux de cotisation pour une entreprise entre 100 et 150 salariés? Alors, ce que l'on expliquait sur les entreprises dont l'effectif est compris entre 100 et 150 salariés, c'est que le taux ATMP est un taux mixte. C'est-à-dire que le taux va dépendre de la sinistralité de votre entreprise, c'est-à-dire du nombre d'accidents du travail que l'entreprise a dû constater sur une période donnée, et le taux de sinistralité du secteur d'activité au sein duquel intervient votre entreprise. Je suis désolé, je ne sais pas si vous entendez les travaux, mais j'ai des travaux autour de moi. Voilà, donc il y a un mix entre la sinistralité de l'entreprise et la sinistralité du secteur d'activité dont dépend l'activité principale de l'entreprise concernée. Alban, je te Oui. propose peut-être que Il y avait l'on Juliette avance. qui levait la main, je suis désolée, je vois pas les pardon. noms, et moi j'ai les commentaires qui sont bloqués. Je sors juste du partage pour voir
hop, pour voir les questions, mais il me semble que j'ai vu une main se lever. Oui, effectivement. Si vous voulez peut-être débloquer votre micro pour qu'on vous entende. Ou alors c'est nous qui devons vous débloquer votre micro. Pardon. Alors. Peut-être que Juliette, vous pouvez Allez-y. poser votre question par écrit autrement, si, Oui, je si pense c'est que ce sera possible. plus simple, parce qu'on vous entend pas. Alors, je vois qu'elle a enlevé la petite main. Ah, elle figure. En l'absence de déclaration d'accident de travail par l'employeur dans les 48 heures et dans le cas où un courrier de la CPM atteste de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident un mois après, est-il préférable pour l'employeur de faire tout de même une déclaration d'accident de travail ou de se suffire de ce courrier à la CPM? Ah oui, c'est un cas où l'employeur Il y a a eu un omis de oubli. déclarer, il y a eu un oubli, oui, et la CPM a reconnu malgré tout l'accident du travail, parce que le salarié a la possibilité de le faire directement auprès de la CPM. C'est plus nécessaire d'effectuer la déclaration. De toute façon, s'il a été reconnu et Oui. déclaré par la CPM comme un accident du travail. La seule éventuelle difficulté, c'est qu'il peut y avoir, enfin, vous pouvez rentrer, on va dire, dans le viseur de la CPM sur les potentielles déclarations d'accident du travail et c'est nécessaire peut-être de mettre en place un process pour que la situation ne se reproduise pas. Parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet sur lequel il peut y avoir des sanctions pénales qui peuvent être prononcées sur le défaut de déclaration des accidents de travail dans les délais. Donc, c'est important peut-être de réagir pour qu'ensuite démontrer que vous avez fait le nécessaire pour corriger l'erreur qui a pu survenir, parce que ça arrive Ouais. malheureusement, Mais voilà, peut-être de que ne pas respecter ce délai. oui, mais peut-être que le plus simple, Alban, c'est quand même dans ce cas spécifique, hein, la recommandation, c'est de formaliser quand même une déclaration d'accident du travail, même si ça n'aura aucun impact sur la décision de la CPAM en tant que telle, en justifiant ce retard par une lacune de process interne. Vous voyez, par exemple, Donc, faire un courrier, oui. par un oubli ou de faire un courrier, exactement. Pour expliquer le retard, effectivement. Mais sur la décision de la CPAM en tant que telle, ça n'aura pas d'impact puisque le délai est expiré, la décision est prise. Donc après, l'enjeu, ça sera, si on est encore dans les délais, de le contester. Mm. Alban, sur le caractère professionnel et la contestation de l'accident du travail, Hop est-ce là. que tu peux... Effectivement, donc comme on le disait, ce qui est très important, si vous avez des doutes sur la qualification d'accident du travail sur la base de de la définition qu'on a donnée, ce qui est très important, donc, c'est de formuler des réserves qu'on dit motivées. Donc, quand vous êtes de manière pratico-pratique, quand vous êtes sur Net Entreprise, vous déclarez, donc vous rentrez toutes les mentions qu'on a évoquées, qui doivent figurer dans la déclaration d'accident du travail, et vous avez un onglet, un tout petit encart à un endroit en fin de déclaration de mémoire où il est indiqué donc éventuelle réserve de l'employeur. Et c'est à cet endroit-là précisément qu'il faut éventuellement faire part de réserve. Dans la plupart des cas, les réserves, on va dire qu'elles prennent plus de place en termes de texte que ce qui est le petit encart qui est prévu pour l'employeur. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, nous, et ce qu'on préconise aux clients, c'est en fait de mettre une mention et de joindre un courrier à la déclaration d'accident du travail. Donc c'est comme ça que l'on procède pour en fait détailler, si vous voulez, dans un courrier annexe, les raisons pour lesquelles on considère qu'il y a des réserves à apporter sur la qualification d'accident du travail. À ce stade, il est possible de procéder uniquement par voie d'affirmation sans apporter de preuves. C'est certain que, idéalement, si on a déjà des éléments factuels, des emails, des attestations de salariés, des emails de salariés, pour démontrer qu'il y a des réelles réserves qui sont motivées, qui sont justifiées, c'est l'idéal de les communiquer à ce stade, mais en tous les cas, c'est pas une obligation. Ça apporte quoi comme intérêt, les réserves? C'est que ça force et ça oblige la CPAM à mener ce qu'on appelle une enquête contradictoire, une investigation. Et donc là, dans ce cas-là, il y a un agent enquêteur donc dans la CPAM, à la CPAM, qui est obligé de mener des investigations et de procéder à une enquête en interrogeant et le salarié et l'employeur et d'établir ensuite le compte-rendu de son enquête. En l'absence de réserve, vous n'avez ensuite pas la possibilité de vous prévaloir éventuellement d'un non-respect du principe du contradictoire. Et la CPM, elle peut simplement, sur la base de la déclaration que vous avez effectuée, accepter ou rejeter la reconnaissance de l'accident du travail.
Les réserves, elles sont considérées comme motivées lorsqu'elles portent sur l'existence même du fait accidentel, lorsqu'elles portent sur les circonstances de lieu et de temps, parce que ça peut être ça effectivement le sujet, ou bien lorsque vous êtes en mesure de démontrer d'affirmer qu'il y a une cause qui est totalement étrangère au travail de l'accident qui est survenu. Donc, comme je vous le disais, ça ouvre une phase d'investigation de 70 jours pour la CPAM. Et donc, lors de cette phase d'investigation, la CPAM adresse un courrier donc, à la victime, qui est donc le salarié, et à l'employeur pour les informer de la mise en ligne d'un questionnaire auquel vous devez répondre. Questionnaire qui parfois peut être un peu lourd, alors peut-être plus régulièrement en termes en cas de déclaration de maladie professionnelle. Accident du travail, c'est parfois un peu plus simple, mais quand même. Et donc là, c'est très important au stade du questionnaire. Si jamais dans le courrier de réserve ou dans les réserves que vous avez formulées, vous n'êtes pas allé peut-être dans les détails, là, c'est important au stade du questionnaire d'aller dans les détails du pourquoi, du comment. Vous contestez la qualification d'accident du travail, les raisons qui vous poussent à contester cette qualification. La mission ensuite de l'agent enquêteur, c'est de vérifier, d'objectiver ou de compléter les affirmations des parties. Ils ont des pouvoirs assez larges, hein, les enquêteurs de la CPM. Ils peuvent prendre attache avec les salariés qui ont été déclarés comme étant témoins de l'accident. Ils peuvent vous recevoir, vous demander de vous présenter dans leur bureau. Ils peuvent recevoir également le salarié. Ils peuvent prendre attache avec lui par téléphone. Voilà. Et en cas d'accident mortel, il faut savoir que c'est automatique. Il y a nécessairement une enquête de la CPM. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, je le précise là, mais sur la question des accidents du travail, c'est que c'est vraiment un sujet, on va dire, de société et un sujet sur lequel même le gouvernement a décidé de travailler. Il y a une concertation qui va s'ouvrir sur les questions de santé, sécurité au travail. On le voit, nous, dans les dossiers. Même les inspections du travail, elles sont très alertes sur les questions d'accidents du travail et notamment les accidents du travail graves. On voit des inspecteurs du travail qui, lorsqu'ils reçoivent copie des déclarations d'accidents de travail, prennent attache avec les sociétés pour comprendre les circonstances et obtenir des détails. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important forcément de s'attacher donc aux circonstances et d'avoir les circonstances précises pour être en mesure éventuellement de répondre ensuite à l'inspecteur du travail. Bien évidemment, même si vous laissez un délai hein, pour répondre, mais c'est vraiment un sujet qui est le cœur de l'actualité en ce moment. Oui, et Alban, Donc, d'ailleurs, ça me fait oui. penser que chez un de nos clients, là, dans la métallurgie sur la ligne de production, il y a il y a eu ce sujet, un accident du travail avec l'inspection du travail qui a envoyé des courriers pour obtenir des précisions sur les Oui. circonstances de l'accident. Et depuis, on a du mal, entre guillemets, à s'en défaire, hein. L'inspection du travail fait son travail et c'est très bien. Mm. Mais c'est vrai que là, on rame parce que c'est un sujet qui n'a pas été pris dans les temps par notre client et donc du coup parce qu'il avait d'autres sujets et donc du coup l'inspection du travail est assez défiante Mm. concernant ce dossier. Donc là on a du mal à s'en départir mais on va y Mm. arriver. Donc Ouais, on va y arriver. effectivement les administrations sont très alertes sur le sujet. Le gouvernement s'est emparé de ce sujet et Mm. notamment aussi pour limiter les coûts y afférents. Ouais, bien sûr. Oui, l'objectif, c'est un objectif zéro accident du travail grave et zéro décès. Hein. Mm. Donc, à l'issue de la phase d'investigation par la CPM, donc le dossier donc, vous est mis à disposition, sachant que de manière pratico-pratique, encore une fois, les dossiers d'investigation de la CPM, vous les avez à disposition, peut-être que vous connaissez, sur le site internet Risque Professionnel. Donc là, vous voyez toutes les étapes de la procédure par la CPM, vous voyez les documents qui sont mis en ligne par le salarié, par l'agent enquêteur au fur et à mesure. Donc, une fois que l'investigation est terminée, le dossier est clôturé. Vous voyez tous les documents qui sont mis à disposition et notamment le compte-rendu d'enquête de l'agent de la CPM. Sur l'ensemble de ces documents, vous pouvez les consulter, les télécharger et bien sûr effectuer des commentaires. Sachant que par document, vous pouvez, je crois, effectuer 5 commentaires. C'est pas toujours très ergonomique la manière de faire des commentaires, mais c'est essentiel. Ça peut paraître anodin c'est vraiment des commentaires comme si on mettait un commentaire sur LinkedIn, par exemple, mais en fait, ça a un vrai impact parce que derrière, la CPM va prendre sa décision sur la base à la fois de compte-rendu d'enquête de l'agent enquêteur, mais également sur la base de ces commentaires que vous aurez apportés sur les documents qui ont été produits.
Donc ça, vous avez un délai de 10 jours pour le faire, un délai de 10 jours ferme. Vous êtes pas informé par mail ni par courrier de l'ouverture de ce délai. Il faut régulièrement se connecter sur le site internet Risque Professionnel pour voir les étapes qui avancent. Une fois que la CPM vous a en fait informé qu'il y avait une procédure d'investigation qui était ouverte, c'est à vous de consulter régulièrement le site internet. Donc au bout de ces 10 jours, les commentaires sont bloqués. Et là, vous avez encore la possibilité de consulter le dossier pendant 10 jours, mais vous n'avez plus la possibilité d'effectuer des observations. Ça vous permet notamment d'aller voir les éventuels derniers commentaires qui ont été mis par le salarié, s'il y en a eu, et de télécharger l'ensemble de ces documents. Donc, ce qu'on vous recommande, effectivement, c'est d'avoir une démarche qui est particulièrement active durant cette phase d'instruction parce que s'il ne faut pas laisser filer les délais, c'est à vous vraiment d'aller consulter la CPM. On ne pourra pas faire valoir la violation du principe du contradictoire si la CPM a respecté les délais qu'elle vous avait donnés et les délais notamment qu'elle a fait figurer sur le site risque professionnel et c'est finalement vous qui n'êtes pas allé consulter régulièrement le dossier. Et nous, alors ça nous arrive chez certains clients notamment de prendre, si vous voulez, les accès du client sur ce fameux site internet risque professionnel pour justement et accompagner le client, voire déposer les commentaires à sa place et puis et suivre notamment ces fameux délais qui sont impératifs. Voilà concrètement comment ça se passe, la procédure d'instruction. Voilà, Donc là, on vous a vous mis effectivement une synthèse. Vas-y, Alban, je te laisse remet une commenter. synthèse, ouais, de la procédure d'instruction. Donc la procédure d'instruction sans réserve, elle est très rapide. Au bout de 30 jours francs, vous avez une notification de la décision, soit par oubli ou soit par volonté, vous ne souhaitez pas formuler de réserve dans ce cas-là, au bout de 30 jours francs, vous avez la notification de la décision. Ou bien pas de notification. D'ailleurs, la décision implicite, ça vaut acceptation et reconnaissance de la qualification d'accident de travail. Et si vous avez donc des réserves qui sont émises, vous voyez, on vous a remis toutes les étapes, donc les réserves qui sont motivées, l'investigation par la CPM et la mise en ligne du questionnaire, le retour du questionnaire, la mise en ligne du dossier et l'information des possibilités de consultation, la consultation du dossier et les observations de l'employeur et du salarié également, et à l'issue de ce délai, donc la notification de la décision par la CPM. Voilà en synthèse comment ça se passe. Est-ce que vous avez des questions sur cette première phase de la procédure d'accident du travail? Permets-le de quitter. Hop. Non? Non, ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de maintenant aborder la deuxième étape. Lorsqu'il y a parfois reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail par la CPM, l'employeur va naturellement avoir la possibilité de contester pardon, cette décision. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la CPM va notifier à l'employeur sa décision par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit et contrôler au moment de la réception de ce courrier, c'est que celui-ci fasse bien état des voies et des délais de recours. À défaut, il y aura une faille pour votre avocat et pour pouvoir contester le caractère professionnel. À compter de la réception de la décision de la CPM, l'employeur va avoir 2 mois pour la contester en tant que telle. Et à défaut de le contester, cette décision dans les 2 mois, la décision est réputée définitive et n'est plus contestable dans le rapport entre l'entreprise et la CPM. Donc, quels vont être les motifs de contestation? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, on va pouvoir contester le non-respect du contradictoire si c'est pertinent, et ou l'un des points suivants, soit l'existence même de l'accident du travail. On parlait tout à l'heure du cas où vous avez une salariée là, chez un de nos clients qui est sortie du bureau du président qui souhaitait simplement lui indiquer avec un ton parfaitement linéaire que le job qu'elle avait fait sur le traitement d'un dossier n'était pas correct et qui a profité de cet entretien pour ensuite déclarer un accident. Donc là, on a contesté l'existence même de l'accident. Il y a parfois aussi, comme biais pour contester l'accident du travail, c'est l'absence de date certaine, c'est-à-dire que parfois on a des salariés qui déclarent des accidents, alors c'est pas la majorité, mais qui déclarent des accidents et qui sont en incapacité de nous dire quand l'accident dont ils se révèlent est intervenu.
Parfois, on a simplement la possibilité de le contester parce que finalement, au moment où l'accident déclaré par le salarié est intervenu, il n'était plus sous l'autorité de l'employeur. Ou enfin, on conteste aussi à un accident du travail parce qu'on considère que la lésion dont fait état le salarié n'est pas de la responsabilité de l'employeur, puisque ça n'est pas lié au travail en tant que tel. Alors là, vous voyez, je vais faire un petit pas de côté et faire référence à une maladie professionnelle, mais Mm. on a, Alban, chez un client, une salariée qui a déclaré un problème à l'épaule Mm. et qui a tenté de faire reconnaître cela comme une maladie professionnelle euh, liée à l'emploi qu'elle occupait depuis plus de 10 ans chez son employeur, notre client. En réalité, nous, on allait contester le bien fondé de cette déclaration. Pourquoi? Parce que finalement, cette salariée, son problème à l'épaule, il était sûrement incontestable, mais ce qu'elle avait omis de dire à l'administration, c'est qu'elle était championne de tir à l'arc et que donc depuis des années, en plus des compétitions, elle donnait des cours de tir à l'arc et qu'en fait la lésion, elle venait en fait, du fait que ça faisait 20 ans qu'elle pratiquait le tir à l'arc à haut niveau et que donc naturellement ça avait altéré son corps. Voilà un petit peu les biais qui peuvent se présenter à vous si vous décidez de contester une décision de la CPAM. Et sachant que, Alban, on peut passer, si tu le souhaites, si Ouais. tu le peux, à la slide suivante, c'est que la contestation de la décision de la CPAM se fait en 2 temps. On a d'abord la saisine de la commission de recours amiable pour ensuite saisir le tribunal du pôle judiciaire. C'est en 2 temps, pourquoi? Parce que quand vous avez 2 mois après la réception de la décision de la CPM pour saisir la commission de recours amiable, qui elle-même va avoir 2 mois pour se prononcer sur le bien fondé ou non, l'acceptation ou non de la contestation par l'employeur. Et on se rend compte, et on a eu même, pour tout vous dire, des informations un peu informelles qu'on n'a pas pu pleinement vérifier, mais ça ne nous étonnerait guère. En fait, la commission de recours amiable rejette dans la majorité des cas, les demandes de contestation des employeurs, soit de façon explicite, mais dans la majorité des cas, ça se fait aussi de façon implicite, c'est-à-dire que la CRA, pardon, ne prend pas le temps de répondre à l'employeur qui a contesté la décision de la CPAM, et on a eu vent. En fait, certains agents, dans certaines commissions de recours amiable, il y avait, les agents étaient incentivés en fonction de leur taux de rejet. Donc finalement, l'étape de la commission de recours amiable, sauf circonstances et cas exceptionnels, elle ne sert pas à grand-chose. Hein. Elle nous fait simplement perdre finalement 2 mois supplémentaires. Mais une fois que le délai de 2 mois au cours duquel la CRA peut se prononcer est expiré, eh bien là, vous allez pouvoir rentrer dans le vif de la procédure de contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel avec l'accident du travail et vous allez pouvoir saisir le tribunal judiciaire pôle social dans le ressort duquel demeure le demandeur, donc dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise pour ce qui nous concerne. Ensuite va s'enclencher la procédure judiciaire classique. Donc, voilà un petit peu comment se passe la phase de déclaration et de procédure d'instruction de l'accident du travail. On vous recommande vraiment sur ces sujets-là d'être, encore une fois, bien formé à minima, et puis pour les cas qui vous semblent les plus complexes, de vous faire assister par le conseil, par votre conseil si vous en avez un, si est spécialiste, ou par une équipe spécialisée comme nous si c'est le cas, parce que vous avez vraiment des leviers pour, en tout cas dans beaucoup de situations, pour conduire à une absence de reconnaissance du caractère professionnel. Et on a vu que soit vous avez un contexte qui entoure la déclaration d'accident du travail qui va vous permettre finalement d'obtenir la déqualification de l'accident et de son caractère professionnel, soit vous avez un contexte sur lequel on peut s'appuyer, soit vous avez parfois des erreurs qui sont commises par les agents de la CPAM, et notamment un manque de respect du principe du contradictoire, qui vont vous pouvoir nous aider à contester la décision de la CPAM. Alban, est-ce que tu as des observations et des ajouts complémentaires
sur ce que je viens Non, de pas, dire et sur la conclusion, avant de peut-être passer sur les quelques cas particuliers qu'on voulait vous partager. non, j'ai Euh, pas d'observation particulière. Effectivement, après, on peut passer aux situations un peu plus spécifiques, un peu particulières. voilà, alors l'une des situations particulière, c'est le cas de la rechute. Donc, c'est que vous avez un accident du travail qui a été reconnu en tant que tel par la CPAM et qui a donné lieu à indemnisation par l'assurance maladie. Mais vous allez avoir finalement un salarié qui va revenir entre guillemets à la charge en faisant état d'une aggravation de la lésion. Et pour qu'il y ait aggravation de la lésion qui constitue à qualifier l'existence d'une rechute, vous allez devoir avoir la survenance d'un fait nouveau. Et la conséquence de la survenance du fait nouveau, hein, qui s'inscrit dans la lignée de la première déclaration d'accident du travail, c'est que la victime de cette rechute va devoir déclarer cette rechute auprès de la CPAM et d'adresser le double de la déclaration à l'employeur. Dans le cadre de cette nouvelle procédure d'instruction, la CPAM va, elle, disposer d'un délai de 60 jours francs pour se prononcer sur la réalité de cette rechute, hein, et sur la connexion entre l'événement survenu déclaré au titre de la rechute et l'accident préalable. Et l'employeur, lui, va disposer d'un délai de 10 jours à compter de la réception du double de la déclaration adressée par la victime pour formuler des réserves, cette fois-ci motivées. Donc ça nous arrive assez fréquemment. Chez des clients, on a des salariés qui peuvent déclarer des rechutes. Parfois, c'est parfaitement justifié, et là-dessus, il n'y a aucun problème. Et donc, parfois, il n'y a même pas de réserve à formuler. Mais par contre, parfois, c'est absolument pas justifié. Donc, dans ces cas-là, il faut de nouveau reprendre le dossier avec sérieux et formuler des réserves qui sont évidemment motivées de la façon la plus précise possible. Parce que lorsque vous avez réserve motivée, ici, là, vous avez le médecin conseil qui va devoir adresser un questionnaire à l'assuré au titre de la rechute déclarée, en communiquant les réserves qui sont formulées par l'employeur à ce titre. Et à réception du questionnaire rempli par le salarié, la CPAM va se prononcer sur le caractère professionnel ou pas de la rechute qui a été déclarée. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans cette situation, là, l'employeur n'a pas accès au questionnaire qui est rempli par le salarié, hein, par l'assuré. Donc, vous avez finalement juste une petite fenêtre de tir qui est la fenêtre de 10 jours francs à compter de la réception de la déclaration de la rechute par l'employeur pour formaliser toutes les réserves utiles. Ça, c'est le premier cas particulier qu'il faut avoir à l'esprit et qui impose aussi une réactivité assez importante. Le deuxième cas, Alban, c'est la situation particulière, c'est celui de l'accident intérimaire. Vous avez De un intérimaire l'intérimaire. qui est chez vous Ouais. et puis qui a un accident. Comment faire pour réagir? Donc là, l'intérimaire, c'est vraiment un cas particulier dans le sens où vous avez pas, c'est pas vous qui êtes l'employeur de l'intérimaire, hein. Quand vous avez un intérimaire chez vous, c'est bien l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur de l'intérimaire. Donc ce sera à lui d'effectuer la déclaration auprès de la CPM, la déclaration d'accident du travail. En revanche, vous, l'obligation que vous avez, c'est de remplir un formulaire qu'on dit d'information préalable à la déclaration d'accident du travail. Ce formulaire, c'est un formulaire CERFA dont on vous a mis le numéro ici, qui se présente, il est bleu, il est un peu particulier par rapport au CERFA qu'on a l'habitude de voir. Bien souvent, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est informée que l'intérimaire a subi un accident du travail, qui va vous le solliciter pour obtenir le retour de ce formulaire d'information préalable, parce qu'elle-même doit ensuite l'adresser à la CPM. Mais sans même que l'entreprise de travail temporaire vous ait posé la question, il faut que vous le remplissiez et il se remplit sur le même format que la déclaration d'accident du travail. Vous devez mettre les circonstances de temps, de lieu d'accident du travail, le siège des lésions, toutes voilà, les éléments que vous auriez mis dans une déclaration d'accident du travail classique. Et vous devez ensuite transmettre ce document soit alors par LRR, soit
pardon, à l'agence de travail temporaire, dont dépend le salarié intérimaire, bien sûr, à l'agent au service de prévention de la CARSAT et également à l'inspection du travail. Donc, vous avez 3 volets que vous devez adresser à la suite du fait que vous l'ayez rempli. Et c'est donc ensuite l'agence de travail temporaire qui, à réception de l'ensemble de ces informations, déclare l'accident du travail à l'issue d'un délai de 48 heures. Et c'est à elle, à ce moment-là, d'émettre des réserves. Donc, si vous, au moment où l'accident du travail a lieu, vous avez des réserves à émettre, vous avez en tête des réserves à émettre, c'est très important d'en faire part à l'agence de travail temporaire parce que si l'accident du travail est reconnu et qu'éventuellement le salarié, l'intérimaire veut obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable, là, pour le coup, vous serez également mis en cause. C'est-à-dire que l'agence de travail temporaire, c'est l'employeur unique de l'intérimaire. En revanche, au moment où se posera la question de savoir s'il y a eu faute inexcusable et notamment manquement à l'obligation de sécurité, ce sera vous et l'entreprise de travail temporaire, donc l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, dont la responsabilité peut éventuellement être mise en cause, parce que pour les intérimaires, on considère qu'il y a une obligation qui est partagée en termes d'obligation de santé et de sécurité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc c'est essentiel au stade du remplissage du formulaire d'information préalable de mettre les éventuelles réserves que vous auriez à formuler pour que l'entreprise de travail temporaire puisse les déclarer à la CPM. Parce que voilà, le contentieux devant le pôle social, vous y serez également associé si jamais il devait avoir lieu. Voilà pour le cas de l'intérimaire. Voilà, et le troisième cas particulier, on vous souhaite évidemment pas d'avoir à gérer ce type de fait, mais il faut quand même l'anticiper et avoir en tête les bonnes pratiques, c'est l'accident mortel. Alors là, l'idée, c'est pas de rentrer dans la procédure en tant que telle, mais simplement de vous faire part un peu des bonnes pratiques qui se partagent au sein de la profession. C'est qu'en cas d'accident mortel qui survient sur le lieu de travail, les premières actions à mener, c'est naturellement, en premier lieu, appeler les SAMU, pompiers, gendarmerie, finalement toutes les organisations utiles, désigner, et ça c'est important quand même, un coordinateur des actions si vous le pouvez, hein, parce que parfois sous l'effet de l'annonce et du choc, c'est compliqué, mais avoir un coordinateur des actions, c'est très important, qui va pouvoir ensuite répartir les responsabilités des uns des autres pour gérer au mieux cette situation. Donc, appeler le SAMU, pompiers, gendarmerie, nommer un coordinateur des actions pour gérer cette situation d'urgence. L'une des premières situations d'urgence, c'est protéger le lieu d'accident. Il faut toucher à rien et isoler le lieu du sinistre. Pourquoi ne toucher à rien? Parce qu'il y a une enquête qui va nécessairement être menée et qu'il faut qu'il y ait un maximum, il faut que tous les éléments soient présents pour pouvoir permettre aux autorités de mener l'enquête jusqu'à son terme. Ce qu'on recommande aussi, c'est qu'au moment de la survenance de l'accident et après appel des autorités compétentes, c'est de désigner une personne qui va se mettre à l'entrée de l'entreprise, du lieu de l'entreprise, pour pouvoir orienter au mieux les secours. Ça, c'est très important et qu'il n'y ait pas de pagaille qui soit instaurée dans la société. La deuxième, effectivement, l'étape suivante, c'est naturellement d'informer les familles le plus rapidement possible et de chercher, même si c'est très dur, à maintenir les témoins sur place, car ils devront être entendus, notamment par la gendarmerie qui se déplacera sur place. Et puis, on ne peut que vous conseiller d'appeler justement votre conseil habituel en droit du travail et droit de la sécurité sociale qui va pouvoir vous orienter sur les bonnes sur les bonnes pratiques et puis sur le comportement à avoir tant vis-à-vis des autorités, que vis-à-vis de la famille, que vis-à-vis des salariés. Avocat en droit du travail qui se coordonnera le cas échéant avec aussi un avocat en droit pénal parce que il peut y avoir des sujets de garde à vue et d'audition. Ça, c'est les premières choses à faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans les premières heures, ça va être d'informer naturellement les acteurs internes à l'entreprise, que ce soit la hiérarchie du salarié considéré, le CSE ou encore la DRH et la direction générale si ils n'ont pas été prévenus immédiatement. Vous avez une obligation en cas d'accident mortel de prévenir l'inspection du travail dans les 12 heures.
informer aussi un ingénieur de la CARSAT qui s'occupe de ce type de problématique est aussi très important. Ce que l'on peut vous recommander, c'est que la personne qui est en charge de la coordination, de la gestion de cette situation d'urgence, bah, elle ouvre un journal de bord et elle consigne au fur et à mesure les événements dont elle est témoin et les décisions qui sont prises, parce que ça, encore une fois, ça sera utile dans le cadre de l'instruction et de l'enquête qui pourrait être ouverte par la suite. Finalement, naturellement, vous allez, au-delà du discours que vous allez devoir tenir avec la famille, vous allez aussi devoir préparer, dans un second temps, une communication en interne et une communication aussi vis-à-vis de l'externe, avec toujours ces enjeux de responsabilité civile, responsabilité pénale, faute inexcusable, impact pour les salariés, impact pour l'entourage. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Et dans certains cas, nous, on a vu se coordonner avec des agences de communication spécialisées dans la gestion de crise. Mesure immédiate, mesure à prendre dans les toutes premières heures, et puis évidemment sous 24 heures, là ça va être convoquer et programmer une réunion du CSE plus formelle, au-delà de l'information dont on a parlé préalablement, mettre en place une cellule d'aide psychologique qui va être à géométrie variable, c'est en fonction évidemment du lieu de l'accident du travail et puis la population qui était concernée et qui était en lien direct avec le salarié concerné. Et puis déclarer l'accident du travail à la compagnie d'assurance de l'entreprise, ça c'est très important pour ensuite gérer les sujets de prise en charge. Et puis enfin, vous aurez, comme on l'a vu, et c'était l'objet de ce webinaire, c'est la déclaration de l'accident en tant que tel à faire à la CPAM dans les 48 heures de la survenance de l'accident. Voilà, donc comme on vous le disait, on ne vous souhaite pas évidemment d'avoir à gérer cette situation, mais gardez bien ça en tête si jamais vous deviez la gérer. Voilà, on a fait le tour de ce webinaire d'une heure des principaux enjeux liés à la déclaration d'accident du travail. Naturellement, il y a plein de sujets périphériques et il y a plein de questions que posent ces sujets de déclaration d'accident du travail. On ne peut pas tous les aborder au cours d'un webinaire d'une heure, mais on reste à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires et si vous avez besoin un jour naturellement d'un accompagnement sur ces sujets. Peut-être qu'il y a, moi j'ai encore 10 minutes et Alban peut-être toi aussi, s'il y a des questions que vous souhaitez formaliser avant qu'on se quitte, n'hésitez pas. C'est le moment, soit vous décrochez votre micro, soit vous les posez par écrit, peu importe, nous on est là pour y répondre avec grand plaisir. Je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. Ce que l'on peut dire, c'est que le webinaire va être mis en ligne dans le cadre d'un replay avec le support du coup, qui sera consultable. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Et puis on reste à votre disposition. On vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui pour en apprendre un petit peu plus, on l'espère, sur ces sujets. Merci, Monsieur Bricard, pour votre message. Merci Merci à beaucoup. vous et très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.